Bonjour tout le monde. On va commencer puisqu'il est 10h, 10h03. Premièrement, bonne année à tous et félicitations de vous lancer dans le Data Trek. C'est une belle aventure que vous entreprenez, puis j'espère que vous allez avoir du plaisir là-dedans. Donc aujourd'hui, on va commencer en fait avec l'atelier d'intro un peu à un projet de recherche ou au data analysis en Python. Moi, je m'appelle Caroline Labelle, je suis étudiante au doctorat en bioinformatique à l'IRIC. L'IRIC est l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'UDM. Ça va être la troisième année que j'aide avec le Data Trek. Donc, j'aime beaucoup cette initiative-là. Je trouve ça le fun qu'on ait de plus en plus de personnes qui participent. Donc, en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai un notebook, je pense qu'il vous a été peut-être partagé, ou s'il n'a pas été, il va être partagé après. Un notebook qui va vous donner un aperçu, là, donc on va essayer de faire 100 jours en 2 heures, là, plus ou moins, d'un projet d'analyse de données en Python. Donc, on va faire les différentes étapes. C'est sûr qu'on ne va pas faire toutes les méthodes d'analyse possibles et impossibles. Ça va être très focusé comme analyse. Ça se veut quand même dynamique. Donc, ce que je préfère faire, en fait, c'est poser vos questions. Oups, excusez. Poser vos questions durant l'atelier plutôt que garder un 30 minutes à la fin où est-ce que là, la question du début d'atelier, elle vaut plus vraiment la peine d'être posée ou elle n'a plus vraiment de lien avec ce qu'on parle. Et avant de commencer avec la programmation et tout le contexte, en gros, j'ai mis en, comment on appelle ça, j'ai peut-être ressortir les trois grandes lignes lorsqu'on fait de l'analyse de données. Et ça vient en fait d'une présentation par Josh Starmer de StatQuest qui était venu l'année passée à la fin du DataTrek présenté. Et donc, si on fait de l'analyse de données ou du data science, les trois, les trois grandes clés qu'il faut se souvenir, premièrement, c'est être curieux par rapport aux données. Lorsque vous avez votre jeu de données, prenez-le pas pour acquis. Il est tout nouveau. Ça se peut que vous ne soyez pas familier. La plupart du temps aussi, c'est pas nous qui l'avons généré. En tout cas, dans mon cas, c'est très rare que je génère mes propres données. D'habitude, je les reçois et je dois faire des analyses. Donc, les explorer votre jeu de données lorsqu'il est raw, cru, donc tout nouveau, c'est super important. Faire de la visualisation de données aussi. Oh, les breakout rooms vont faire en 1 minute, en espérant que non. Oui, donc faire de la visualisation de vos données. Puis ce qui est intéressant avec la visualisation, comme on va voir aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de passer à la prochaine étape, qui est plutôt d'être curieux vers les méthodes d'analyse. Donc, quand on part un projet d'analyse, on a souvent une hypothèse, une question, un big picture de qu'est-ce qu'on veut faire. Mais pour arriver à cette finalité-là, il va falloir découper le projet, découper l'analyse dans des plus petites étapes. Donc, on va avoir des sous-questions, des sous-hypothèses et tout. Il existe plusieurs méthodes pour arriver à une même finalité. Donc, quand on passe, par exemple, à comparer différentes distributions ou différents groupes de données, des tests statistiques, il y en existe plusieurs. Lequel qui est le bon pour vos données? Donc, ça va être d'explorer les différentes méthodes. Pas prendre pour acquis quand quelqu'un vous dit « Ah, oh, faites ça ». Oui, donc, oui, faire un test statistique, il va exister plusieurs tests statistiques, puis c'est à vous un peu d'explorer lequel qui est le plus approprié pour vos données. Être curieux avec les méthodes, c'est aussi un peu les comprendre. C'est normal si on ne comprend pas tout comment ça a été fait, puis vous n'êtes pas capable nécessairement de l'implémenter par vous-même, parce qu'il y a des méthodes qui sont plus compliquées que d'autres, mais c'est quand même une étape importante de pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe quand on utilise, par exemple, juste une librairie Python, comprendre cette librairie-là, ce test-là, qu'est-ce qu'il fait en fait. Et la dernière étape, ça va être de tout mettre ça ensemble. Il y a un point personnellement que je trouve quand même très important, ça va être tout ce qui va être la traçabilité de votre projet. Donc, il y a une valeur ajoutée à votre travail, à vos conclusions, lorsque quelqu'un d'autre peut arriver aux mêmes conclusions en suivant les différentes étapes. Donc, comme en laboratoire de plus wet lab, on va avoir un notebook que n'importe qui pourrait resuivre les mêmes étapes et arriver plus ou moins aux mêmes conclusions. On veut faire la même chose en informatique ou en analyse de données. Puis le dernier point, soyez fiers de ce que vous faites. Ça a l'air cucu un peu, mais c'est quand même très important.
c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même un long processus, faire de l'analyse de données. On pense souvent que c'est très simple, que tu vas sur ton ordinateur, puis que tu lances une analyse, puis là, tu vas avoir toutes les réponses au monde entier. Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc, soyez vraiment fiers dans ce que vous faites. Oui, Noël, une question? Oui, bonjour. J'ai une Bonjour. question, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais est-ce qu'il y a un endroit où on peut rentrer notre dataset justement pour travailler sur un dataset ou est-ce que j'ai loupé une séance, quelque chose? Rentrer dans un environnement de travail, que vous voulez dire? Ouais, c'est ça, ou est-ce qu'on va faire des essais, des tests, mais sur des données qui nous appartiennent et qu'on a? Est-ce que Je c'est suis prévu ou pas pas du certaine. tout? Je Moi, suis je peux pas répondre certaine à de cette l'information qui question-là. va. Oh, oui, 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 vas-y. oui, je suis là. Je peux répondre à cette question. Donc, normalement, vous allez pouvoir soit choisir votre propre jeu de données, soit choisir le jeu de données de vos mentors pour faire Mhm. vos analyses par la suite. Là, les ateliers, ça va être à partir des jeux de données des instructeurs. Donc, par exemple, le jeu de données là proposé par Caroline. Et c'est vraiment en mode démonstration. C'est Oui. Ok, c'est plus qu'ensuite, de tard votre donc. côté, voilà, c'est ça. Ok, donc je serai patient, j'attendrai avec plaisir. Merci. C'est bon, génial. Et donc, c'est les grandes étapes pour moi de l'analyse de données. Si vous êtes intéressé à voir le film, pas le film, mais la vidéo qui parle un peu de ça, j'ai mis le lien ici, que je vais pouvoir vous partager la slide, mais ça se retrouve aussi dans la page YouTube d'Ivado pour le Data Trek. C'était la conférence de conclusion l'année passée. Avec l'analyse en Python. Donc, présentement, c'est un notebook qui roule dans l'interpréteur de Google Colab, qui est quand même très simple puisque vous n'avez pas à installer vous-même les packages. C'est sûr, si vous travaillez sur votre ordinateur personnel, vous allez devoir installer quelques packages. Donc, en fait, le contexte, comme je l'ai dit, on va essayer de rentrer notre 100 jours en 1 heure et demie, 2 heures. Et pour faire ça, on va utiliser le jeu de données des pingouins de Palmer. Donc, peut-être, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec ce jeu de données-là? C'est des colonies de pingouins sur sur différentes îles. Ça remplace un peu le jeu de données des iris, le iris dataset. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont les fleurs, en fait. Bon, on a remplacé les fleurs. Il y avait une question d'éthique un peu avec ce jeu de données-là. Donc, maintenant, on utilise des pingouins. C'est très mignon. Moi, je trouve que c'est très, très mignon. Donc, dans un premier temps, lorsque on fait de l'analyse de données, on va devoir aller chercher notre jeu de données. Ici, on va utiliser pour faire l'importation une librairie de Python qui s'appelle Panda. Panda est quand même très fort pour tout ce qui va être la gestion de beaucoup de jeux de données. Donc, ça va être la notion de data frame. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Un data frame, si vous avez fait du R, R, c'est très qui se base beaucoup sur les data frames en fait. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on utilise une librairie Python, c'est toujours important de l'importer dans notre environnement de travail. Pour faire ça, on utilise le marker import. Moi, j'aime ça utiliser un préfixe, en fait, pour un diminutif pour Panda, donc PD, ou est-ce qu'on va pouvoir l'appeler comme ça. Dans Google Colab, si vous suivez en même temps pour rouler, c'est Shift et Enter ou commande et Enter. Et on voit ici qu'avec le petit crochet, elle a été roulée, puis ça a été la première ligne. Donc, j'ai importé mon Panda. Le jeu de données, on va aller le chercher via un GitHub. Et en fait, vous cliquez sur ce lien-là, puis vous regardez c'est un fichier CSV, c'est un fichier qui va être comma, donc virgule séparé. Toutes les valeurs vont être séparées par une virgule. On pourrait avoir un TSV aussi, que ça va être plutôt un tab. Pour donner cette forme-là sur l'ordinateur, c'est très facile pour plusieurs autres types de données. Donc, ça peut être des pour Excel, des H, des H5. Il y en a qui travaillent avec des fichiers HDF. Non, peut-être. Partager au travers de plusieurs langages. Marie, Oui, on entend très mal, c'est coupé, c'est entrecoupé, on entend vraiment mal le son. euh, On t'entend toujours pas. Non, est-ce que tu as des écouteurs? Ouais, tu as des écouteurs, Caroline? oui. Tu as des écouteurs que tu peux brancher éventuellement? Oui, là, je fais. Moi, je pense que c'est quand tu as commencé à télécharger d'autres choses et que ton ordinateur, bien il a travaillé trop, ou bien ta bande passante s'est effondrée. Je parierais plus là-dessus que sur les écouteurs.
C'est vraiment quand tu as ouvert ton CSV que ça a commencé à assurer. OK, ça se peut. Donc là, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je vais rouler une cellule, ça se peut que ça bug. Pourtant, ça ne roule pas, ça, sur mon laptop. C'est le Parce que là, on t'entend très bien. Là, on m'entend bien. OK. Donc, je vais essayer de rouler puis pas parler pendant que ça roule. Puis, je vais recommencer quand la cellule va être, va être complétée. Oui, donc on va avoir nos données sous forme de CSV. Forte chance que vos données. Est-ce que vous avez déjà vos jeux de données ou c'est quelque chose que vous devez encore trouver? Plus ou moins? Je dois les trouver moi. Je voulais des données en santé, mais j'en ai pas. OK, c'est bon. Il existe plein de ressources en ligne, si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Kaggle, qui est en fait là-dessus, vous allez trouver tout plein de jeux de données, puis il va y avoir des jeux de données dans tout plein de sphères aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de personnes qui utilisent ce jeu de données-là en même temps. Donc, vous pouvez avoir des fois de l'aide en temps réel. Donc, on va définir ici le URL de notre dataset dans une variable et ensuite, on va aller le lire, donc le uploader dans une variable qu'on va appeler dataset avec notre Panda. Donc, PD ici fait référence à Panda. Et on va tout simplement utiliser la fonction read CSV. Et ce qui est intéressant... On m'entend? Oui? Good. Et ce qui est intéressant... Génial. Ce qui est intéressant avec Panda ici, c'est qu'on on peut utiliser une fonction head, un peu, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'environnement Linux, où est-ce qu'on fait des head puis des tail sur des fichiers, mais ça va nous donner les 5 premières lignes de notre data frame. Et le data frame, on peut vraiment le voir comme une table, où est-ce qu'on va avoir les noms de colonnes en haut. On va avoir des index ici, donc les rangées vont avoir des chiffres par défaut. Il pourra aussi avoir des valeurs comme les noms de colonnes. Et ensuite, on va avoir tous les éléments de notre CSV. Donc, vu que c'est un CSV, ils vont être séparés par les virgules. C'est ce qui va séparer nos colonnes. Et inversement à head, on peut utiliser aussi un tail. Et avec le tail, si vous savez exactement le nombre de points ou le nombre de points dans votre jeu de données. Si vous faites un tail et vous voyez qu'il vous en manque, il y a peut-être eu un problème dans, comment on appelle ça, dans l'importation. Pour Read CSV, il existe plusieurs arguments que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dire c'est quelle rangée, vous pouvez ignorer en fait des rangées et des colonnes. Vous pouvez aussi définir quelle rangée utiliser pour le nom de vos colonnes ici. Donc, par défaut, nous, c'est la première. Et vous êtes sûrement familier avec ça aussi. Donc, on a importé notre jeu de données dans une variable dataset ici. Et quand tantôt je vous disais d'explorer le jeu de données, une autre façon de s'assurer qu'il a bien été importé ou de savoir c'est quoi les variables. Dans ce cas-ci, le jeu des pingouins, vous n'êtes pas familier avec ce jeu de données-là. Normalement, le vôtre, vous devriez l'être peut-être un peu plus, mais peut-être que vous avez pris un jeu de données qui avait un beau nom ou que c'était un sujet qui vous intéressait et que vous allez vous lancer dans son analyse. Donc là, on l'a importé et on voudrait savoir c'est quoi les différentes variables ou les différentes features de ce jeu de données-là. Une façon de le faire lorsqu'on utilise Panda, ça va être de tout simplement aller chercher le nom des colonnes. Dans ce cas-ci, chaque colonne est une différente feature. Des fois, ça va être inversement, ça va être plutôt un wide. On a ce qu'on appelle un wide format, donc un format plus large où est-ce que les rangées vont être nos différentes features. Et donc, si j'appelle dataset.colonne de cette façon-ci avec un petit values par la suite et qu'on roule le tout, on va donc avoir un array, un vecteur avec les noms des colonnes. Dans ce cas-ci, on va savoir c'est quoi les différentes features. Donc, on a l'espèce du pingouin, on a l'île. On va avoir le bill length. Le bill, c'est en fait sur le bec, il y a un petit ridge. En haut, il y a une protubérance et c'est le bill. Le depth, donc la profondeur de ça. Les flippers, c'est pas les ailes, parce que ça n'a pas d'ailes, mais ça va être... Joueurs. Les ailes, les nageoires, exactement. Les nageoires, elles, de nos pingouins. Et on va voir le poids en grammes de chacun des pingouins et ainsi que le sexe. Donc, chaque rangée ici représente un individu, un pingouin, qui va avoir toutes ces informations-là. On est donc maintenant prêt à explorer le jeu de données. Donc, on ne fait pas encore d'analyse très poussée. On va tout simplement faire une exploration rapide. Qu'est-ce qu'il y a dans mon jeu de données? C'est quoi les
les différentes variables et des métriques qu'on va pouvoir dériver facilement. Le notebook, comme vous allez voir, il a de l'air peut-être long, puis il est quand même dense. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est vraiment à titre de référence pour après. Donc, je vous ai mis ici différentes, comment on appelle ça, différentes fonctions de Panda avec les URL vers la documentation. Normalement, quand je travaille, j'ai toujours un Google ouvert avec la documentation de la librairie que j'utilise parce que c'est impossible de connaître par cœur toutes les fonctions et tous les arguments de toutes les fonctions. Donc, la première chose qu'on veut savoir, c'est quoi la dimension de notre jeu de données? Quelle est la taille? Combien d'individus de pingouins que je considère? Pour avoir des dimensions, on va utiliser deux fonctions. Donc, la première, ça va être le shape et la deuxième, ça va être le size. Donc, vous allez voir la différence entre les deux. Donc, on dit ici que le shape de notre dataset, c'est 344 et 7 et le size du dataset, c'est 2408. Selon vous, quelle est la différence entre shape et size? Les colonnes? Pardon? Le nombre de lignes et le nombre de colonnes? Exactement. Donc, le shape, on va avoir ici le nombre de rangées en premier. Donc, on va avoir 344 rangées et 7 colonnes. Et le size ici, qu'est-ce que ça va représenter? C'est le nombre voyons, d'éléments dans le data. Exactement. Donc, ça va être le nombre d'éléments, le nombre de valeurs complètes dans le jeu de données. Ce qui est intéressant ici dans ce cas-ci, si je vous demande, il y a combien de pingouins, combien d'individus de pingouins qu'on considère, ça va être quelle valeur? 344. Exactement. Donc, il y a eu un dénombrement de 344 pingouins dans notre jeu de données. J'aurais une question pour vous. Le size of data set dans l'analyse, est-ce que vous l'utilisez dans quel contexte? Le size? Oui, c'est ça. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ben, si j'ai 3 millions, si j'ai 4 millions, c'est à ça que ça sert pour me dire les combinaisons? Si tu prends un jeu de données que tu n'as pas trop regardé parce que le CSV était trop long à loader en Excel, par exemple, ça peut te donner une indication c'est quoi la quantité de mémoire que tu vas avoir besoin, c'est quoi les utilités que tu vas avoir besoin. On l'utilise aussi beaucoup pour savoir si ça a bien été importé. Dans ce jeu-là, je savais à la base que je devais avoir 7 colonnes. Si tu fais un shape et au final, tu as 5 colonnes, ben, il y a eu un problème dans ton importation. Donc, c'est surtout un checkpoint, en fait. Où est-ce que tu confirmes que tout a bien été fait et que tu peux planifier un peu la suite, justement, si ici, on parlait de millions de points, peut-être quand Google Colab, il va avoir certaines lenteurs. Puis, on le voit ici qu'on a une quantité limitée là, de ressources quand on est sur un outil web comme ça, mais sur ton ordinateur aussi, ça peut t'aider. Est-ce que j'analyse tout d'un coup? Il va falloir que je le groupe, pas je le groupe, mais je le sépare en subset pour faire mon analyse. OK, c'est génial. Merci. De rien. Parfait. Donc là, on a une idée. On devrait être capable de rouler nos analyses sur nos échantillons. C'est quand même un jeu de données relativement petit dans ce cas-ci. Ici, comme on est intéressé par faire des comptes. Donc, des fois, on a vu qu'on avait différentes espèces, on avait différentes îles. Donc, comment est-ce que je pourrais faire un compte par ces variables-là? On peut utiliser, lorsqu'on utilise des data frames, tu peux faire référence à une colonne précisément en utilisant le point. Donc, ici, si je fais tout simplement dataset.species et que je roule ça, bon, voilà, excusez-moi, pardon. Je n'ai pas fait de print, donc il n'y a rien qui va se passer. Ça va nous imprimer, en fait, la colonne. Ça va nous retourner la colonne comme un vecteur. Donc ici, même pas un vecteur, en fait, ça va être un mini data frame ou comment ça s'appelle? Une série qui est l'équivalent des vecteurs un peu, mais en panda. Donc, je vais avoir ici toute la colonne des pingouins pour toute la colonne, excusez-moi, des espèces. Et là, on était intéressé à faire un compte, à savoir j'ai combien d'Adélie, j'ai combien de Gentoo, puis le troisième que je ne m'en souviens pas. Pardon? Value count. Oui, exactement. Merci. Donc, pour faire ça, on peut utiliser la fonction count value ou value count, excusez-moi, j'ai un petit blanc, value count. Donc, on va utiliser la fonction value. Il y a plusieurs environnements de travail, comme vous pouvez voir, qui vont faire des autocomplete, ce qui est super pratique. C'est pour ça, des fois, que j'oublie les noms de des différentes
fonction. Donc, ici, on l'a fait. J'ai encore enlevé le print, pardon. Donc, on va remettre le petit print de la sorte. Et excusez-moi, pardon. OK, là. Désolée. Il manquait les parents. Désolée. OK. Donc, ici, on a utilisé la fonction value counts. Et qu'est-ce que ça va nous retourner? En fait, on va avoir le compte de points, le nombre de rangées, en fait, dans la colonne pour les species qui avaient ces valeurs-là. Donc, on voit qu'Adélie, on va avoir 152 pingouins de l'espèce Adélie. Les Gentoo, on en a 124. Et les Chinstrap, on en a 68 ici. Si on veut faire la même chose, mais cette fois-ci pour les îles, comment est-ce qu'on ferait ça? Au lieu d'avoir l'espèce, je voudrais avoir un compte de pingouins par île qui a été fait. Est-ce qu'il y a le chat qui... Juste peut-être utiliser la méthode island, .island, je pense. Oui, exactement. Donc, on va utiliser dataset ici, qui est le nom de notre variable. Plutôt que d'utiliser species, on va utiliser island parce que c'est la colonne des islands qu'on veut aller chercher le compte et on va utiliser encore le value count avec les parenthèses, c'est ce que j'oubliais tantôt. Et donc, on est ici sur Bisco, je ne sais pas si même ça se prononce, on a 168 pingouins, sur l'île de Dream, 124 et sur Torgensen, on en a 52. Donc, on a une idée un peu comment c'est réparti. On voit qu'il y a 2 îles qui sont quand même affluentes en nombre de pingouins. Il y en a une qui en a beaucoup moins que les 2 autres. Une question, Noël, oui? Mais juste, j'ai peut-être manqué quelque chose là, mais si j'ai bien compris, on a 2408 lignes de données, on est d'accord, en tout? Non, on a 2408 valeurs dans le jeu de données au complet. OK, valeurs. Mais on a 344 lignes, c'est pour ça qu'en fait, c'est 344, c'est ça? Exactement. 344 lignes de 7 colonnes. Oui, exactement. Donc après, c'est 344 fois 7 va nous donner le nombre de données. Exactement. OK, d'accord, c'est bon, je l'avais manqué. Bon. Merci. Génial. Et donc, on a fait ici le compte. Donc, ici, ça devrait sommer en tout à 344. Une particularité de notre jeu de données, vous l'avez peut-être remarqué au début, on a des données qui sont absentes. Donc, on a des données de NAN, ce qui veut dire que sur cette île-là, on a compté un pingouin Adélie, mais on n'a pas été mesurer son bill, on n'a pas pris son poids, puis on ne sait pas c'est quoi son sexe. Les NAN, ça peut être problématique dans le sens que tu ne peux pas appliquer toutes les fonctions dessus. Lorsqu'il y a un NAN puis tu calcules une moyenne, une médiane, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir des messages d'erreur. Donc, c'est correct de les ignorer. Cependant, lorsqu'on fait cela, lorsqu'on va enlever des données, c'est super important de le documenter et pas juste de dire que tout à coup, ton jeu de données, il va avoir 15 pingouins de moins sans dire pourquoi que tu les as enlevés. Suzanne, oui? Oui, j'aimerais savoir si, au cas où il y a des champs vides, c'est quand même compté dans le size. Oh, bonne question. Pour le savoir, tout simplement, ce qu'on pourrait faire, on va faire la multiplication de nos affaires. Et donc, oui, ça va vraiment compter le nombre un NAN, c'est une valeur quand même. Il va avoir une valeur, ta cellule n'est pas vide dans ton data frame. Il n'y a pas l'absence d'une valeur. Le NAN est une donnée en tant que telle. C'est pas une donnée. C'est le nombre de cellules. Pardon? Ce qui fait qu'en fait, le total, c'est le nombre de cellules et pas le nombre de données, en fait. Bien, c'est le nombre de cellules, mais encore une fois, le NAN va compter comme une valeur. C'est l'absence, c'est une information qui dit qu'il y a l'absence d'une donnée numérique à l'intérieur ensemble. Parce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire une rangée dans ce data frame. Et ici, c'est une rangée par espèce. Par espèce. Ben, c'est pas une rangée par espèce, c'est une rangée par individu.
Donc, Par individu, effectivement. reste qu'ici, il y a eu un pingouin qui a été compté. Si tu es seulement intéressé par le nombre total de pingouins qui a été compté ou qui a été dénombré, ben, tu peux le compter, ce pingouin-là. Mais si tu es intéressé maintenant à considérer leur poids, ce pingouin-là ne peut pas être considéré dans ton analyse. OK, mais si on fait un comptage, en fait, au pire, imaginons qu'il n'y ait pas l'île de renseigner qui est NaN, il y aura écrit un NaN, par exemple. Oui, exactement. OK, c'est quand on fait des moyennes, ça va être problématique. Ça va être avec oui, exactement. Ça va être avec les moyennes, qu'on appelle ça, Exact. ici, ça va être problématique. Exact. OK. Et donc, comme je disais, c'est correct de les enlever, mais il faut le documenter. C'est souvent important de dire combien il y en a été enlevé. Lorsqu'on fait une analyse, comme tantôt, on avait fait les comptes. Lorsqu'on faisait les comptes ici, on n'a pas enlevé les données qui étaient manquantes, puisque là, ça l'importait peu, en fait. Mais pour les prochaines étapes, on va devoir les enlever. Donc ici, pour le faire, on peut utiliser la fonction isNA, en fait, de Panda. Et qu'est-ce que cette fonction-là va nous retourner? Ça va être, excusez-moi, ça va être un data frame avec des valeurs booléennes, donc vrai ou faux. Et ensuite, en fait, on va savoir pour chacune des cellules si la valeur était un NaN ou non. Donc, on voit ici qu'à la rangée 3, on avait, pour les valeurs numériques, c'était des NaN. Comment est-ce qu'on pourrait évaluer si la variable dans une colonne contient un NaN? Vous avez une idée de comment on pourrait aller faire ça? Spécifier le nom de la colonne. On pourrait spécifier le nom de la colonne, exactement. Donc, on ferait, par exemple, dataset, si on y va avec les islands, puis ensuite, on ferait un isNA. Ouais. Comme ça. Là, on voit que c'est des faux. C'est difficile dans ce cas-ci de savoir s'il y a un vrai dedans. Faut ajouter point somme. Le point somme, c'est une façon de le faire, effectivement. C'est une façon de le faire. Si c'est plus grand que 0, ben, il y a eu au moins un vrai. Avec une autre fonction qu'on a vue avant. Count ou value count. Pardon? Count ou value count, on a vu exactement. récemment. Le value count ici. Donc, si on écrit le value count avec les parenthèses, on a qu'en fait, ici, il y avait 344 faux. Donc, tous mes pingouins, pas tous mes pingouins, mais pour cette colonne-là, toutes les valeurs, c'est des valeurs numériques et non des NaN. Si on y va pour une autre colonne ou si on y va même pour le dataset au complet, on va obtenir ici, on a une petite table où est-ce que j'ai mes différentes colonnes. Et ensuite, ici, j'ai les valeurs qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est toujours vrai ou faux, false ou true. Et on va donc avoir ici le nombre de rangées qui avait le species faux, l'island faux, le bill length faux. Et donc, j'ai 333 rangées que tout était faux. Donc, tout était des bonnes valeurs. Il n'y avait pas de données manquantes. Et je vais avoir ici, en fait, 9 rangées où j'avais seulement le sexe qui était manquant et 2 rangées où est-ce qu'il y avait toute l'information sur les poids et tout qui était manquant. Donc, c'est un beau tableau qui en fait summarize, qui résume bien notre jeu de données. Donc, on voudrait enlever les rangées où est-ce que j'ai des NaN. Pour le faire, on peut utiliser la fonction dropNA. Donc, les enlever tout simplement. C'est une bonne pratique d'enregistrer le nouveau data frame sans les NaN dans une nouvelle variable. Comme ça, vous allez être capable de pouvoir retourner à l'ancien data frame et le nouveau. Si vous l'enlevez aussi seulement pour quelques données, ben, vous allez pouvoir comparer les deux. Oui, Guillaume. J'ai un petit problème avec je retrouve plus mon value count. Si on l'utilise comme une fonction, c'est-à-dire avec des
parenthèses derrière, on se retrouve avec le petit tableau qu'on voit là, mais on peut aussi l'utiliser comme une variable directement, donc pas mettre les parenthèses. Puis là, on a toute la liste qui ressort. J'imagine que c'est by design, là, mais je n'arrive pas à comprendre la philosophie derrière ça. Là. D'avoir si c'est simple, si ça coupe le rythme de la présentation, là, je peux vivre avec, puis j'irai creuser dans la documentation. En fait, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que la petite réponse, ça va être juste la méthode est enregistrée ici. C'est ce qu'on voit entre les deux carottes. Et la liste ici fait partie de nos deux carottes. Donc, ça dit que tu as appliqué une méthode à cette variable-là. Donc, en fait, c'est pas vraiment, ça ne retourne pas la liste, ça fait juste retourner l'objet de la méthode. Parfait, merci. Voilà. Génial. Donc, ici, on va tout simplement enlever toutes les rangées qui contiennent au moins un NaN à l'intérieur. On a précisé qu'on veut que ça soit sur l'axe des index et non dans les colonnes. On veut enlever les rangées et non les colonnes. Si on enlève toutes les colonnes qui ont au moins un NaN, on va se retrouver, on avait vu tantôt qu'il y a seulement l'espèce et le island qui n'a pas de NaN, donc on perd énormément d'informations. Donc ici, on enlève les pingouins qui manquent les données, les mesures numériques, et on va l'enregistrer en fait dans un jus de données maintenant qu'on appelle Dataset Clean. Il y a une façon, si ça vous intéresse, de updater votre dataset, donc sans l'enregistrer dans une nouvelle variable, ou est-ce que, je ne me rappelle plus de l'argument, mais tout simplement, on précise « tu update dataset » et donc là, maintenant, dataset va avoir toutes les données enlevées. C'est sûr que si tu veux comparer les deux jeux de données, ceux avec les NaN et ceux sans les NaN, ben, tu ne peux plus faire ça puisque tu as overwrite ta variable. Maintenant, exactement ce qu'on voudrait faire ici, comment est-ce que je pourrais déterminer combien d'échantillons ont été enlevés, combien de pingouins ont été enlevés avec cette nouvelle méthode-là? Pas avec cette nouvelle méthode-là, pardon, mais en enlevant les NaN. Tantôt, qu'est-ce qu'on utilisait pour déterminer le nombre de pingouins? Size. Pardon? Size. Size, on peut utiliser le size. Ah. Le size ou le... L'autre, là. Shape. Le shape? Shape, ouais. Exact. Et c'est 0. Indice 0. Oh, tu as un shape de 0? Donc, tu as enlevé... Si tu veux faire la différence, OK? Si tu veux voir que dataset, moins dataset clean, voir combien a été monté. Donc, tu ferais dataset shape. En fait, on ferait le dataset. Excusez-moi, je ne suis pas familière avec... comme ça? Et moi, je ferais 0, indice de 0, crochet 0. Oui, exactement. On va aller chercher la première valeur de notre Exact. Exactement. Puis là, OK, je comprends ce que tu... Je pensais que les lignes. La réponse était 0. Excuse-moi. Comme ça? Oui, moi, je faisais ça. C'est excellent. Donc, on a 11 pingouins qui ont été enlevés. Puis si on veut être vraiment certain que ça a bien fonctionné, on se souvient qu'ici, on en avait 9 qui étaient faux pour le sexe et 2 qui étaient faux pour toutes les mesures. Et donc, 2 plus 9, c'est bien 11. Et donc, maintenant, on va avoir un jeu de données qui va avoir 333 pingouins. Donc, c'est bien correct de les enlever, mais on garde une trace du pourquoi qu'on les a enlevés. C'est bon? Pourquoi on met un 0? Le 0 ici, en fait, c'est lorsqu'on fait le... lorsqu'on fait dataset shape, ça nous retourne un tuple. Donc, ça... J'ai fait une erreur. Ça nous retourne un tuple ici. Donc, on a 2 valeurs entre parenthèses. Et le 0, c'est pour accéder tout simplement à la première valeur. Si on avait mis 1, on aurait fait une différence dans les colonnes. Donc, on aurait fait la différence entre les 7. Puis là, la réponse va être 0, puisque dans les 2 cas, il y a le même nombre de colonnes. Donc, le 0, c'est pour accéder le 344 ici. Puis dans l'autre cas, ça va être le 333. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. De rien.
Parfait. Donc, on a notre jus de données qui a été nettoyé. On considère seulement maintenant les pingouins pour lesquels on a fait des mesures. Pas on, mais quelqu'un, quelque part, a fait des mesures. Et on est donc prêt à continuer notre exploration. Quand je parlais d'exploration tantôt, c'est de calculer certaines métriques. Les médianes, les moyennes, c'est les métriques par défaut qu'on calcule. Ce qui va être intéressant, pourquoi c'est intéressant de comparer médiane et moyenne, selon vous? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire? Pour avoir un peu une vue sur les extrémités, la médiane et la moyenne vont changer s'il y a vraiment des extrêmes. Exactement. Ça va nous donner un petit indice de la variance. Si notre médiane et la moyenne sont pratiquement la même valeur, bof, on pourrait assumer presque que il semble être distribué quasiment normalement et qu'il n'y a pas trop d'extrêmes. Mais si ta moyenne et ta médiane sont vraiment différents, ben là, peut-être un jus de données avec des outliers ou tu aurais peut-être même un jus de données qui est bimodal. Donc, tu aurais deux groupes à même un jus de données. Donc, excellent. Pour faire ça, il n'y a rien de plus simple en Panda, en fait. Tantôt, quelqu'un m'avait proposé d'utiliser la fonction somme, donc il allait faire la somme des différentes colonnes. On va utiliser la fonction mean de la même façon. Donc, on va tout simplement donner le nom de notre jus de données. On utilise maintenant le clean, lui qui a été nettoyé, auquel on va utiliser la fonction mean. Et Panda étant ce qu'il est, va nous retourner encore un simili-tableau où est-ce que pour chaque colonne, je vais avoir le calcul de la moyenne. Donc, on voit ici que la longueur moyenne du bill est de 43, presque 44 mm. J'ai le poids moyen ici, donc le 4004 kg environ. Et de façon similaire, comment est-ce qu'on va aller calculer les médianes? Cette clean. C'est très, très semblable. Exactement. Donc, on va tout simplement aller faire le point médiane de cette façon-là. Et donc, maintenant, on va voir les médianes qui sont de cette façon-là. Des fois, ça va être intéressant, comme tantôt, on les a séparés par île. On a fait des comptes par île, on a fait les comptes par espèce. Donc, ça pourrait être intéressant de savoir est-ce que les médianes diffèrent autant que ça ou les moyennes par île ou par espèce. Pour faire ça, on va utiliser la fonction, moi j'adore cette fonction-là, group by. Donc, ici, dans un premier temps, on va tout simplement faire, excusez-moi, je n'ai pas souligné la bonne chose, des regroupements. Donc, on va dire, tu prends mon jeu de données dataset clean, tu vas le grouper par, et ici, on va y préciser quelle colonne ou quelle variable par laquelle on veut qu'il soit groupé. On va commencer par l'espèce. On y précise que on veut faire un groupement par rangée, puisque chacun de nos pingouins sont une rangée. Et une fois qu'on a fait ce groupement-là, donc c'est un nouveau data frame, en fait, qui va être créé avec la fonction group by, on va lui dire, bien maintenant, fais la moyenne. Donc, ici, je vous montre tout simplement. Bon, il ne va pas me le montrer parce que je ne l'ai tout simplement pas enregistré dans une variable. Donc, on va faire ensuite un TMP head, comme ça. On voit ici qu'ils ont été regroupés par les différentes species. Puis on voit aussi que le head est en fait 5 fois, pas 5 fois, mais 3 fois plus grand que d'habitude. Donc, normalement, le head, c'est les 5 premières rangées qu'on fait. Mais si je fais un head sur un group by, ça va être les 5 premières rangées de chacun de mes sous-groupes. Donc, on a ici les 5 premières des Adélie, puis on va avoir les 5 premières des Chinstrap et les 5 premières des Gentoo. Et donc là, on avait dit qu'on était intéressé à aller chercher, les moyennes. La moyenne. La moyenne, merci. Donc, on va faire tout simplement là ici TMP, puisque la valeur a été enregistrée dans une variable, mean avec ma parenthèse. Et on a donc les espèces ici en index et on va avoir les différentes valeurs et on va avoir les moyennes. On voit qu'il y a des colonnes tout simplement qui ont été ignorées. Tu ne peux pas faire la moyenne de la rangée des sexes puisque c'est des strings et tu ne peux pas faire une moyenne sur des strings. Pareil pour les islands. Si on veut répéter cette analyse-là, cette fois-ci, pour
la médiane, la valeur médiane, mais on va y aller maintenant pour les, comment on appelle ça, pour les îles. Donc, je veux la médiane par groupement d'îles. Ça va être très semblable. Donc, on ne va pas faire de TMT. On va appeler tout simplement notre dataset clean, la fonction group by. Et plutôt que de faire un regroupement par espèce, on va y aller par island. Encore une fois, on veut que le regroupement se fasse par index puisqu'on regroupe des individus de pingouins de la sorte. Et on va appliquer notre médiane tout de suite après. Et on a donc ici, de façon très similaire, on va avoir les îles et on va avoir ici les différentes, comment on appelle ça, les différentes features. Pour l'exercice, je vais tout simplement remettre species. Comme ça, on va pouvoir comparer moyenne et médiane et voir est-ce qu'il semble avoir beaucoup de variance dans nos jeux de données. Pas beaucoup. Non, vraiment pas beaucoup. Donc, c'est très semblable. C'est intéressant de remarquer que les Chinstrap et les Gentoo sont les plus proches. Les Adélie semblent avoir un plus petit museau. Pour les poids, on en a, le Gentoo semble beaucoup plus massif que nos deux autres, mais encore une fois, quand on compare médiane et moyenne, c'est très semblable. Donc, tu sais, cette phase-là d'exploration peut aussi vous aider à faire... à placer, à mettre vos pions en place pour la prochaine étape d'analyse pour les tests statistiques. So, on pourrait quasiment assumer ici qu'il y a une certaine distribution normale. Comment peut-on créer une nouvelle cellule de commande ou un nouveau groupe? OK. Tout simplement, ici en haut, vous avez code et texte. En cliquant sur code, ça va l'ajouter en dessous de la cellule où est-ce que vous êtes présentement. Si vous voulez les déplacer, il y a des petites flèches ici. Génial. Génial. Donc, on a fait une petite exploration. On connaît un peu mieux notre jeu de données, qu'est-ce qu'il contient, les données semblent être distribuées de quelle façon et tout. On est prêt à aller faire de la visualisation, encore dans une phase d'exploration. Donc, cette étape-ci, ce n'est pas de la visualisation qui va être publiée nécessairement dans un journal. Ça va être des graphiques que vous allez surtout utiliser pour vous, peut-être pour présenter à des collaborateurs. En Python, il existe plusieurs librairies pour faire de la visualisation, dont Matplotlib et Seaborn. Seaborn est en fait basé sur Matplotlib, donc tout ce qui existe en Matplotlib peut être utilisé en Seaborn aussi. Pour aujourd'hui, on va utiliser Seaborn. C'est assez intuitif et il y a beaucoup moins de fine-tuning à faire qu'en Matplotlib, mais si vous voulez vraiment perfectionner l'art de la visualisation en Python, Matplotlib va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Ce qui est intéressant aussi avec Seaborn, c'est qu'il y a des implémentations statistiques derrière. Il faut garder en tête, par contre, c'est un outil de visualisation. Donc, si vous faites une régression linéaire et vous tracez une ligne, vous n'allez pas être capable nécessairement d'aller chercher les valeurs de la pente ou le R2 à partir de Seaborn. Donc, encore une fois, on veut importer une nouvelle librairie. Tout simplement, on fait import. Voilà, génial. On peut définir par exemple, on peut définir ici un thème qui va être appliqué à toutes comment on appelle ça, les plots ou les figures qui vont être faites par la suite. Ce qui est intéressant, oui, il y a aussi Plotly. Plotly qui est super intéressant. Et en plus, Plotly, je pense qu'il y a une grande partie qui peut se faire en ligne. Puis dans les dernières années, je sais pendant un temps, Plotly gardait certaines des données, mais là, pas dernièrement, mais récemment, ils ont toutes ouvert ça à tout le monde. Plotly aussi, c'est très intuitif aussi, Plotly, puis il y a beaucoup, beaucoup de ressources en ligne aussi. C'est un très bon point. Ici, ce qui va être intéressant avec le thème, c'est les contextes, le style et la palette. Palette, c'est la couleur, là, donc vous pouvez y aller avec ce que vous aimez. Fait cocasse, dans mon laboratoire, mon directeur est daltonien. Donc, c'est intéressant d'aller chercher une palette qui peut voir. Par exemple, si vous mettez l'emphase sur certains points, il y a certaines personnes que le rouge, ça ne va pas ressortir. Donc,
le message que vous voulez véhiculer avec votre visualisation ne sera pas là. Donc, il faut garder ça en tête. Le contexte ici, ça va vous aider. C'est des thèmes en fait prédéfinis. Donc, par exemple, Notebook, c'est fait pour être mis dans un notebook comme on travaille en ce moment. Donc, l'écriture des axes, le font et la taille, en fait, va être définie pour vous. Il y a aussi des contextes pour des papiers, donc des papers, des articles scientifiques, des talks, donc tout ce qui va être mis plutôt dans un PowerPoint et le plus intéressant, le poster, le fameux poster qu'on ne sait jamais c'est quoi les tailles qu'il faut mettre, puis quand tu imprimes, finalement, c'était tout petit ou c'est ben trop gros, puis là, c'est un peu décevant. Donc, moi, c'est eux que j'utilise par défaut. Vous allez trouver aussi ce que vous préférez, vous. Il y a quelque chose d'un peu personnel aussi dans la façon qu'on visualise des données. Et la syntaxe générale pour faire des graphes en Seaborn, ça va être tout simplement SNS. SNS qui fait référence à la librairie. Le type du plot qu'on veut faire, on va définir le data frame, quelles données que je veux prendre, puis ensuite, on définit les X et les Y si c'est nécessaire par les noms de nos colonnes et il va y avoir différents arguments. Lorsqu'on fait de la visualisation de données de façon exploratoire, on va utiliser trois types de graphes. Premièrement, il va y avoir tous les graphes qui ont un lien, ça c'est vieux, excusez-moi, un lien avec la distribution. Puis quand on veut représenter une distribution, on va souvent utiliser ou majoritairement utiliser un histogramme. Donc, c'est comme ce que je vous dis ici, c'est le type de visualisation classique pour faire des distributions. En Seaborn, ça va s'appeler histplot. Donc ici, tout simplement, on va commencer avec un exemple très, très simple où est-ce qu'on veut avoir la distribution des poids de l'ensemble de notre jeu de données. Donc, on a ici notre distribution. Ce n'est pas aussi normal qu'on pensait. Il semble avoir un petit shift vers la droite. On remarque ici que sur l'axe des Y, c'est les comptes, donc c'est le nombre de pingouins. On perd des fois un peu d'information avec les setups défauts. En ce moment, vous remarquez que les bins, donc les rectangles, sont quand même assez larges. Et donc, on ne sait pas ici, y a-t-il vraiment un shift, y a-t-il deux groupes de pingouins ou c'est plus la représentation qui nous induit en erreur. Je vous ai mis ici une liste des différents paramètres qui est le fun de jouer avec. Donc, si vous remarquez que vos bins sont un petit peu trop larges ou qu'il en manque, les deux paramètres qui sont utiles à modifier, ça va être bins et bin width. Donc, bins ici, ça va être tout simplement le nombre de bins que vous voulez avoir, le nombre de rectangles. Et le bin width, en fait, ça va être la largeur de celle-ci. Donc, si vous avez une largeur précise que vous voulez regarder, puis vous savez que telle tranche, ça différencie différentes espèces, allez-y avec celle-là. On va y aller avec le nombre de bins. Donc, on va y aller, par exemple, avec 50 bins. Si on le relance, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de variance dans les comptes ici. Il y a un gros drop entre deux petits bins. Ça monte puis ça descend. Donc, on a déjà un petit peu plus d'informations. Tantôt, on a dit qu'on travaillait avec des pingouins de différentes îles et de différentes espèces. On a vu aussi quand on faisait les comptes que c'était quand même différent, le nombre de pingouins dans chacune de ces catégories-là. Et non seulement ça, quand on a fait les moyennes de poids ou les moyennes de toutes les features, il y avait quand même des différences par espèce. Donc, on peut être intéressé ici par représenter notre distribution par espèce. Pour faire ça, on peut y aller avec le hue. Le hue, ça va être la couleur. Donc, on va préciser ici, le hue, tu vas le définir avec la colonne des species. Donc, on lui donne ici le nom d'une colonne et on voit donc que les espèces Adélie sont en vert, les chinstrap sont en orange et les gentoo sont en mauve. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec l'opacité puis des histogrammes qui sont overlay. Donc, lorsque j'utilise plusieurs ici histogrammes, le multiple, j'aime ça utiliser la fonction stack. Donc, on va le préciser. Si j'écris multiple et on va écrire stacked, c'est pas passé, comme ça.
très important lorsque vous utilisez le stack de le préciser. Donc, stack, qu'est-ce qu'il fait? C'est plutôt que d'être un par-dessus l'autre, il va ajouter les bins une en haut de l'autre. Donc, ici, lorsqu'on voit le mauve et le mauve, le orange et le vert, le orange, il n'y a pas ça de plus que le mauve, en fait. Il est par-dessus le mauve. Donc, c'est une interprétation, lorsqu'on le voit, qui doit être faite un peu différemment. Donc, c'est important de préciser que c'est stack et non superposé une par-dessus l'autre. Donc, C'est une vie empilée, en fait, c'est ça? Empilé, oui, pardon, merci. Désolée, Je vous en prie. des fois. Donc, oui, empilé, c'est un par-dessus l'autre. Empilé, oui, empilé. Donc, on voit un peu ici que la distribution, effectivement, du vert et du orange sont quand même similaires, mais qu'il y a quand même un shift dans le poids avec les Gen 2. Puis c'est ce qu'on avait vu un peu tantôt. On avait vu qu'il y avait deux, que le poids était autour de 33 000 kilogrammes, donc 3 kilos. Oui, Adrien. Oui, petite question en fait par rapport au bin. En fait, là, tu as mis bin égale 50, mais il y a 344 individus. Et je me demandais si, par exemple, on perd un peu de la. Par exemple, tu dis qu'il y a eu un gros drop en fait en 3000 à 3500. Il y a eu un gros drop. Oui. Mais est-ce que c'est pas un peu contre-indicatif de faire ça? Parce que en fait, ça donne une fausse avis sur le dataset. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, très, très bon point. En fait, 50 est honnêtement off dans ce cas-ci parce qu'il n'y a pas assez de. En moyenne, ça ferait quoi? On avait dit qu'il y en avait 340, donc si on a 50 bins, il va en avoir 6 par bin. 6, ce n'est pas vraiment représentatif d'une distribution. Donc, c'est un très, très, très bon point. On pourrait y aller peut-être plus avec même du 15, où est-ce qu'il va avoir un peu plus gros, mais on a quand même l'idée. Donc, dans ce cas-ci aussi, on pourrait y aller plus avec le spacing des tranches de poids. Donc, on va y aller, en fait. Donc, on va y aller avec du bin width et on travaille en grammes. Donc, supposons qu'on y va. As-tu une suggestion? Genre, je sais pas moi, 150, 250. On va en avoir quand même beaucoup. Voilà, ça va être trop. Parce que c'est des grammes, mais on voit que c'est jusqu'en kilos. Donc, supposons qu'on y va avec du 300. C'était ça aussi ma question, en fait. C'était est-ce qu'il y a un peu une règle du pouce par rapport à ça, par rapport au nombre de quantités la quantité d'individus? Je ne sais pas s'il y a une règle générale comme ça qu'on pourrait appliquer à notre dataset. Il y en a une. Et là, pour l'amour de Dieu, elle m'échappe complètement. Si on a une, c'est bien, on peut la rechercher en fait. Il y en a une, oui. Ben, je vais essayer de la trouver, puis je vais essayer de vous revenir dans le Slack avec la règle de pouce, oui. Ouais, je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. Mais il y en a une. Donc, on va retourner avec la section. Donc, les histogrammes, la grosse conclusion, les histogrammes, c'est pour les distributions. Et on a en fait toute l'information avec un histogramme qui pourrait nous être utile. Petit mot rapidement. Une autre alternative lorsqu'on a plusieurs groupes, parce que des fois, c'est justement difficile de les voir lorsqu'ils sont un par-dessus l'autre. On peut utiliser la fonction distplot, en fait, de Seaborn. Et qu'est-ce que distplot fait? C'est qu'il va nous faire des regroupements de graphiques. Donc ici, on utilise la même syntaxe que tantôt. On a le type de graphe. On va avoir le jeu de données, le dataset, le X, le hue, le bin, j'en ai mis 50, mais on pourrait y aller on va y aller avec, je ne sais pas moi, 25 par exemple. Multiple stack, donc ça, c'est encore nos paramètres de notre histogramme. Et ici, on va ajouter tout simplement les paramètres kind, donc quel type de graphe qu'on veut. Dans ce cas-ci, on veut des histogrammes et colonnes. Donc, les colonnes de nos sous-graphes vont être séparées comment? On va dire par species. Donc, ici, on va avoir un graphe par espèce. Et donc, si on roule ça, on a, en fait, c'est les mêmes données que tantôt, c'est les mêmes histogrammes, mais plutôt que d'être sur le même plot, ils sont séparés. Et ce qui est intéressant, c'est que les axes sont sur les mêmes ranges. Donc ici, si tu vois qu'une distribution est plus vers la gauche puis une plus vers la droite, c'est pas parce qu'ils sont sur des axes différents, c'est les mêmes valeurs. Donc, tu peux arriver pas mal aux mêmes conclusions. Tu pourrais changer colonne par row pour avoir plutôt que 3 comme ça, on les aurait un par-dessus.
J'ai une question par rapport à multiple stack. Est-ce que c'est encore pertinent de parler d'empilage alors qu'ils sont séparés? Non, très bon point. Puisqu'ils sont séparés, on n'a pas à les faire. OK, d'accord. Ce qu'on aurait pu faire, par contre, dans ce cas-ci, puis on peut en fait, on va le tester, je ne pense pas que ça va être très informatif, mais puisqu'on les sépare par espèce, plutôt que de les colorer par espèce, on pourrait les colorer par island. Mais là, le bin, ça va être complètement off parce que je pense qu'il y a... Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, on voit, par exemple, ici, l'espèce des chin straps sont toutes sur l'île de Dream. Pas toutes, mais en fait, sur l'île de Dream, il y a seulement des chin straps. Sur l'île de Bisco, il y a seulement des Gentoo. Et sur l'île... Non, excusez-moi, comment on lit ça? Non, en fait, ça veut dire qu'il y a des adélies, il y en a sur toutes les îles. Oui, des adélies, il y en a sur toutes les îles, exact. C'est ça. Chin straps, c'est des Dream et Gentoo, c'est sur l'île de Bisco. Donc, c'est un petit peu plus de gymnastique mentale. Mais là, le stack serait pertinent. Mais c'est vrai que tantôt, si on colorait par species, le stack, on pourrait tout simplement l'enlever puisque c'est non pertinent. Très bon point. C'est bon pour les histogrammes? Petit truc, moi, j'aime ça faire de la visualisation, le cerveau un peu à off. Surtout quand c'est de l'exploration. Je fais ça le matin avec un café, c'est beau, il y a un côté artistique à le faire. Puis ensuite, je tombe dans l'analyse. J'aime ça aussi générer pas mal toutes les graphiques possibles et impossibles. Puis après, je passe au travers, OK, ça ne me donne pas d'information, ça va me donner telle information, puis je note à côté. Donc, je fais vraiment ça séparé de l'étape d'analyse, parce que si tu fais de l'analyse en même temps que la visualisation, des fois, ça va aller dans une direction complètement, puis là, revenir en arrière à l'étape de visualisation, des fois, tu perds un peu le big picture du projet. Un autre type de visualisation qui peut être un peu intéressante, ça va être les distributions catégoriques. Donc, on l'a fait un peu avec le displot, puis de séparer nos graphiques, mais on peut le faire encore de façon plus explicite avec des box plots. Le box plot, il y a un gros bémol à faire. Tu perds une certaine quantité d'informations que tu as avec les distributions. Donc, tout ce qui va être la densité, ici, on voit que pour le Island et Torgelsen, le poids va de là à là, puis que la médiane semble être ici. Mais tu perds la quantité un peu de points qu'il y avait. Donc, tu pourrais superposer des scatterplots, un nuage de données au boxplot, mais tant qu'à ça, selon moi, c'est un histogramme. Donc, pour de l'exploration, je trouve ça bien correct des boxplots, mais gardez en tête qu'il y a une certaine information qui est perdue avec les boxplots. Donc, de façon très similaire qu'avec nos histogrammes, on appelle SNS avec le type va être boxplot maintenant. Le dataset, c'est encore notre clean. Les X qu'on va utiliser, c'est les islands. La différence maintenant, c'est qu'on va donner un Y. Donc, en fait, le X de notre histogramme devient notre Y et le hue ou les colonnes de notre displot vont devenir notre X. Donc, sur l'axe des X, on va avoir... Juste un commentaire. Si tu ne veux pas perdre la distribution, tu peux utiliser un violent plot. Tu peux aussi, oui. Très ta distribution en même temps. Très bon point. Pour la quantité de données qu'on a, ça se dessine très bien. Si vous commencez à avoir énormément de données, la visualisation devient très longue à générer, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui sont calculées en arrière versus les histogrammes où est-ce que c'est juste, on les sépare en blocs. Mais c'est un très bon point. Les violent plots vont nous donner justement la densité avec la largeur. Merci. Parfait. Donc ici, on a fait tout simplement, on a le body mass par island. Et maintenant, on voudrait faire si on veut faire la même chose, mais plutôt la distribution des body mass par species. Donc, ça va être très, très semblable à ce qu'on a en haut. On va tout simplement on utilise le dataset clean. Nos X maintenant, plutôt que d'être island, ça va être les species. Et les Y, on va encore utiliser les body mass G de cette façon-là.
Et donc, si on le lance, on a donc ici les poids par espèce, puis on voit un peu la même conclusion qu'on arrivait à toutes nos explorations depuis tantôt. Les Adélie et les Chinstrap semblent quand même être similaires côté poids versus les Gentoo qui sont beaucoup plus costauds sur le ring. Donc, on a fait Excusez-moi, oui. j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir accès à ça, nous, pour voir en même temps ce que vous faites, ou c'est quelque chose qui est propre à vous, ça? Oh, oui, je peux le partager volontiers. Est-ce que vous l'avez envoyé? J'étais dans la... Oui, ça c'est ton script, Caroline? Oui. Oui, donc normalement vous avez reçu un email avec l'accès Ok. en fait au script. C'est l'email que j'ai envoyé hier. Ok. Normalement, vous devriez avoir accès pour que vous puissiez le faire rouler. Il faut le copier sur votre drive. Sinon, ça sera qu'en mode lecture. Ah, OK. Oui, pour pas que vous modifiez pendant que je le roule. Ok, merci. OK. Parfait. Génial. Donc, tantôt, je disais que la visualisation, c'était très utile pour mettre les pions en place de nos prochaines étapes. Donc, on a fait une certaine visualisation. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de question, d'analyse ou même une hypothèse qu'on pourrait plus tard aller vérifier selon ce qu'on a fait à date comme visualisation et exploration de données? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait. Hein. C'est ça qui est le fun avec l'analyse de données. Moi, je dirais, je commençais avec la question, quels sont les descripteurs de dataset, c'est-à-dire les colonnes de dataset? OK. Quelles sont la mesure? Donc, si on prend du début, ouais. c'est ça qu'on a fait. Donc, on est allé par voir combien d'enregistrements on a, combien de descripteurs. Oui, mais ça, on a un peu répondu à cette question-là en regardant le nom des colonnes. C'est quoi l'analyse que tu ferais là-dessus? Une question, là, tu as ton jeu de données, puis que tu as une question, par exemple, je pourrais être intéressée à savoir laquelle des espèces semble être la plus pesante. Je ne sais pas si j'ai un nouveau pingouin, c'est dans quelle classe je vais le mettre. Ah, c'est un nouveau pingouin. OK, je comprends. Si je trouve un nouveau pingouin. OK. Donc, en fait, tu voudrais savoir dans ton jeu de données si les features mesurées, donc si la longueur du ridge sur le bec, si la taille des flippers, est-ce que c'est assez pour faire une classification de pingouins? Donc, est-ce que je peux apprendre quelque chose de ces features-là, que si on me donne un pingouin, juste les mesures d'un pingouin, est-ce que je vais être capable de dire de quelle île qui vient puis de quelle espèce qui appartient? Est-ce que c'est ça? Oui, moi je m'irais cette direction, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Encore une fois, il n'y a pas peut-on il, là, le français peut-on, est-ce que c'est comme ça? Donc, classifier les pingouins. Ça aussi, c'est en anglais. Ça se peut que ce soit en anglais, pingouin. Désolée pour les fautes de frappe. Peut-on classifier les pingouins selon les mesures prises? Très bonne question. Dans le chat, Emmanuel nous dit « Quelle dimension corporelle change le plus d'une île à l'autre? » Ah, très bonne question aussi. Quelle dimension change le plus d'une île? Oh là là, le clavier est en anglais. Losange. Pardon? Oh, j'ai entendu un mot. Oui, moi aussi. C'était comme bizarre, là, mais... On dirait que ça venait de... Oui, exact. C'est super bon. Donc oui, on a quelques questions. Parfait. On va y revenir plus tard. Donc, on a fait la distribution. On a fait des distributions Instagram, des distributions catégoriques. Maintenant, un autre type comment on appelle ça? Pardon. Est-ce que les dimensions des pingouins d'Adélie changent en fonction de l'île ou d'où ils viennent? Autre très bonne question. Oui, parfait. Donc, vous comprenez bien. Est-ce que les petits losanges qui sont dans le... Oh, là, ont une signification. Les petits losanges ici en haut, ça va être ce qu'on appelle, ce qui est considéré comme étant des outliers. Donc, ils sont plus hauts, significativement plus hauts en fait que les derniers quantiles considérés. Les quantiles considérés, normalement, ça va être le 25e ici, le 75e, puis on a la médiane. Donc, si ça dépasse tout ça, on va les marquer d'un petit
Ouais, losange. Ici. C'est bon? En fait, tes barres, c'est tes 1,5 fois ton interquartile à partir de ton Q1 et ton Q3. Ton Q1, c'est ton 75, Q3, c'est ton 25. Ta barre milieu, c'est ton médian. Oui, exactement. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. Donc, un autre type de visualisation qui est intéressant à faire lorsqu'on fait de l'exploration, ça va être toute la notion de relation. Puis on l'a un peu eu avec les questions ici où est-ce qu'on avait espèce versus île versus poids et les mesures. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y a des relations? Les relations, on les mesure, on peut essayer de les mesurer avec des corrélations ou des fits linéaires ou non linéaires. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les linéaires seulement. Et la façon la plus simple et la plus intuitive de voir une relation, ça va être avec un scatter plot ou un nuage de points en français. En Seaborn, on fait tout simplement appeler la fonction scatter point. On lui donne encore notre dataset. On va définir le X et le Y. Dans ce cas-ci, on ne va pas y aller avec des valeurs catégoriques, mais on va bien y aller avec des mesures dans les deux pour avoir une continuité. On pourrait y aller avec du catégorique. Je ne pense pas qu'il va vous générer une erreur. Donc, on le voit ici. Il semble avoir une certaine relation, pas relation, mais une certaine corrélation, une certaine relation, pardon, entre la longueur des flippers et le poids du pingouin. On perd un peu en ce moment la notion des groupes qu'on aimait tant depuis le début. Et ce qui est intéressant avec les scatter points, c'est qu'on peut les représenter. On peut représenter beaucoup d'informations avec nos scatter points en utilisant différents types sémantiques. Donc, on peut utiliser la couleur des points, la grosseur des points si on veut implémenter comment on appelle ça, on veut ajouter une information continue, une autre mesure, on pourrait l'utiliser avec la grosseur des marqueurs et le style. Donc ici, par exemple, on va le faire ici en bas en fait, on demande d'ajouter de l'information sur les espèces et les islands dans notre même graphe. Une façon de le faire, comme on avait vu tantôt, je vais laisser mes mots-clés ici, ça va être avec la couleur. Donc, on utilisait le hue tantôt, mais avec le scatterplot, on va utiliser l'argument couleur. On pourrait lui dire, je veux que les pingouins par espèce aient une couleur différente. Donc, si on lance ça, il y a une erreur. Color. Donc, ce n'est pas couleur. Moi, j'ai utilisé Hue Species, puis ça a fonctionné. Là. Oui, c'est encore Hue. Pardon. C'est correct de faire des erreurs. Hein? Je tiens à vous le dire, c'est correct de faire des erreurs. Des fois, quand on commence, on se dit qu'une erreur, ça va faire planter Google au complet. Non, on n'a pas cette capacité-là, on n'a pas cette puissance-là. Et on apprend beaucoup en faisant des erreurs, en fait. Il y a même un certain talent à lire des messages d'erreurs. En Python, ils sont très helpful. Dans d'autres langages, c'est plus tu as une erreur. OK, mais où? Oui, donc ici, on a, Stack Overflow, un copy-paste d'un message d'erreur, c'est toujours très informatique. Puis effectivement, Stack Overflow peut être votre meilleur ami. Que signifie despine? Despine, ça veut dire, en fait, c'est enlever la colonne, si je peux le traduire mot pour mot. Ce n'est pas désespérer. C'est encore une préférence, en fait. Puis ça, vous allez voir quand je vous disais que j'aimais faire des graphiques parce qu'il y a une certaine notion artistique dedans. Personnellement, j'aime pas ça, avoir un contour à mes graphiques. C'est vraiment tout simplement ça. J'aime ça quand les X en haut et les Y de droite ne sont pas là. Donc, despine, en fait, c'est à ça que ça sert, la fonction, tout simplement. Voilà. Donc, il y avait une question dans le chat sur ça. Donc, on voit ici, oui, donc j'ai des regroupements. On voit que, encore une fois, les Gen 2 sont plus costauds et ils vont avoir des plus longs flippers. Il y a un petit peu plus d'ambiguïté ici au niveau de nos Chinstrap et les Gen 2. Ils semblent être quand même similaires. C'est vrai qu'on l'avait vu, on avait vu ça tantôt. Maintenant, je voudrais aussi ajouter la notion de island là-dedans.
Si on veut ajouter la notion d'island, on peut y aller tout simplement avec l'argument style. Le style, ça va être le style de nos marqueurs. Le marqueur, c'est le petit point ici. Donc, ça, c'est un marqueur. Ce marqueur-là est un rond et a la couleur lilas. Donc, maintenant, style, je vais tout simplement lui donner le nom de la colonne island. Donc, voilà. On a ici que les islands, les biscos sont des X, les carrés, c'est des Dream et les ronds, c'est des Turkensen qu'on voit. On a la possibilité de représenter beaucoup de données, mais ce n'est pas toujours la meilleure chose. Personnellement, je trouve ça quand même difficile à lire quand ton cerveau doit analyser pas taille, mais style et couleur en même temps. Les regroupements, c'est quand même difficile. Donc, pour un cas comme ça, personnellement, je vous recommande de faire 2 graphes. Un que les couleurs, c'est le species, puis l'autre que les couleurs vont être le island. Des fois, c'est pratique quand les corrélations vont dans le même sens. Le size aussi peut aider avec ça. Et est-ce qu'on pourrait séparer en 3 schémas côte à côte, là, un peu comme on l'a fait précédemment? Oui, on pourrait utiliser le displot. Donc, si on y va avec SNS displot, ça va être... je vais juste copier ça, ça va être un petit peu plus rapide. Donc, c'est la même syntaxe. On se souvient qu'on ajoutait l'argument kind. Dans notre cas, ça va être scatterplot, ou 2T, scatterplot. Puis, on va lui dire que les cols va être dans ce cas-ci les species. Puis, on voudrait faire la coloration par island de la sorte. Là, on va voir s'il y a une erreur. Oui. Kind must be... Oh non! C'est pas displot pour le faire avec les scatterplots. Il y en a une façon. Il faudrait que je regarde dans la doc. Je ne la connais pas par cœur. Mais oui, on pourrait le faire. C'est poche parce que je ne peux pas faire exemple. Est-ce qu'on peut faire tout simplement scatter? Est-ce que scatterplot le prend? Et je pourrais faire col species? Je ne pense pas. Non. Non. Désolée. Encore une fois, je vais regarder la réponse puis je vais partager un exemple du graphe dans le Slack à la fin. Oui, Mélanie? Oui, j'ai une question vraiment super naïve concernant les couleurs utilisées, là, vert, orange et bleu, parce que moi, ma PI me demande tout le temps de changer les couleurs pour que ça fasse beau, là, et je me disais avec le est-ce qu'il y a moyen de changer cet ordre de couleurs ou pas? Ou est-ce que c'est comme défini et c'est plus compliqué de changer ça? Non, c'est super simple. En fait, au début, lorsque je vous parlais du thème ici, moi, j'ai utilisé une palette qui s'appelait Set2. Tu peux définir ta propre palette. Tu pourrais lui donner 10 couleurs que tu irais chercher. Je ne sais pas si votre laboratoire a vos couleurs spécifiques. Tu pourrais mettre les hexadécimales, en fait, là-dedans, mais tu peux le faire quand même simplement. OK, merci. De rien. Pairplot, oui, c'est quelque chose qu'on peut utiliser effectivement, qui va nous permettre de toutes les faire. Et en fait, c'est ce que je fais ici. Donc, un petit exemple où est-ce qu'on l'utilise, les pairplots. C'est une façon un peu peut-être de faire, de le séparer par différentes valeurs. Donc, le pairplot, ce qui est intéressant, ça prend un certain temps de le générer parce qu'il y a plusieurs graphes à faire, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va prendre le data frame et pour les colonnes de mesure, donc les colonnes numériques et non eux qui sont plus catégoriques, il va faire tous les pairages possibles. Donc ici, ce qu'on a en fait, on va avoir dans la première colonne de graphe la longueur du bill, on va avoir le depth du bill ici, le length du flipper et on finit avec le body mass. Puis sur l'axe des Y, on va avoir aussi toutes ces features-là. Et donc ici, ce premier graphe-là, on compare le bill depth avec le bill length. Donc, on a tout le pairage possible de nos paramètres. C'est super intéressant, c'est très visuel. Quand il y a des groupements qui sautent aux yeux, comme ici,
Bill Length et le Flipper Length, qui semblent avoir comme des regroupements différents ensemble. Lorsqu'un feature est jumelé avec lui-même, il va avoir différentes représentations. Donc, c'est ici ce qu'on précise dans le diagonal kind. Nous, j'ai mis une distribution. Donc, ça va être la distribution de ces valeurs-là. On pourrait mettre un tracé de la densité plutôt que d'avoir un histogramme. On pourrait mettre aussi comment on appelle ça, des plots de contours. Donc, il va y avoir la densité au milieu avec une couleur autour. Tu précises encore comment tu veux faire tes regroupements de couleurs. Moi, j'ai mis species parce que c'est ça qui semblait avoir le plus d'impact depuis le début. Et corner ici va seulement te montrer les plots en dessous, les plots en dessous d'une diagonale. Ce n'est pas obligé, mais si tu as eu en haut, ça va être en fait des duplicats. Donc, tu vas avoir Flipper Length, excusez-moi, qui va apparaître aussi en haut. C'est de la redondance. Ça fait très lourd, chargé pour les yeux. Mais ce genre de graphe-là, pour de l'exploration et de la visualisation, c'est super pratique. C'est tout fait. C'est quand même pas gros comme ligne de code pour générer toute cette représentation graphique-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la visualisation en général? C'est bon, je pense que vous allez avoir une séance pendant les 100 jours avec beaucoup plus d'informations sur la visualisation. Là, on résume ça quand même largement. Et donc, pour la dernière demi-heure, on va y aller avec l'étape d'analyse. Donc là, on a pas mal fait beaucoup d'exploration. On sait un peu, vous avez mis la lumière sur différentes questions d'analyse super intéressantes. Là, techniquement, on irait regarder dans la documentation, c'est comment qu'on pourrait répondre à ces questions-là, c'est quoi les méthodes qui existent, s'il existe 2 méthodes, les comparer, voir lesquelles qui semblent le plus appropriées. Ici, j'ai mis quelques méthodes d'analyse. Donc, on va faire la comparaison de distribution. Premièrement, on avait donc notre graphique ici, par exemple, de nos box plots, puis on avait fait aussi nos histogrammes. Face à ce graphique-là, on pourrait poser une question très, très simple, à savoir, est-ce que le poids des pingouins diffère de façon significative d'une île à l'autre? Donc, oui, tu peux glisser dans le chat la ligne de code avant. Le pair plot, oui, je peux l'ajouter dans le chat. Donc, tout simplement, voilà. Parfait. Donc, on voudrait savoir si ces distributions-là, ça fait plaisir, sont différentes de façon significative, donc pas seulement visuelle. Pour faire ça, on pourrait aller faire le test du Mann-Whitney. Mann-Whitney, en fait, va différencier les médianes si les médianes diffèrent et on va en fait se baser sur l'hypothèse nulle que les distributions de X aient en fait la même distribution que Y. Donc, si je n'arrive pas à approuver, mais à accepter cette hypothèse-là, je peux vous dire qu'on refuse l'hypothèse qu'elles viennent des mêmes distributions. Pour tout ce qui est statistique, les tests comme ça, SciPy est très utile. C'est une autre librairie Python. Ils ont un module stats où est-ce que vous allez avoir tout plein de tests à l'intérieur. Leur doc est quand même très bien fait aussi. Il y a aussi des petits exemples. Des fois, quand on essaye avec nos données, on a un beau message d'erreur puis on ne comprend pas pourquoi, en fait. Donc, tu peux faire un copier de leur exemple à eux puis tu testes avec leurs données que tu testes dans ton exploitation après. Donc, dans un premier temps ici, j'importe la librairie SciPy avec le module stats et je veux la fonction Mann-Whitney. Je vais définir ici le seuil de significance à 0.05. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est quand même un atout savoir faire des subsets dans du data frame. Est-ce qu'on aura accès à la version complète que tu as remplie pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout noter? Oui, en fait, je pense que ce que je vous ai envoyé devait déjà tout comprendre à l'intérieur, les trucs, parce que on essaie de couvrir beaucoup de choses, puis je n'ai pas le temps de tout programmer ça en 2 heures.
Vous pouvez le refaire en rejoignant la vidéo. Aussi. Mais je vais tout vous l'envoyer. Puis s'il y a des questions sur le Slack, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'ajouter ce qui pourrait être manquant. Oui, parce que je voulais juste vous dire que les instructeurs et les mentors sont sur le Slack du DataTrek, donc n'hésitez pas à poser des questions. Bien sûr, vous avez reçu le script qu'on a demandé rempli en fait, comme ça vous l'aurez, et puis vous pourrez rejouer cette vidéo après la séance s'il y a des petits bouts qui vous manquent. Exactement. Donc, dans un premier temps ici, on compare deux distributions. On va aller chercher donc un subset en Panda. Dans ce cas-ci, on va aller chercher un subset par island. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette notation-là? Un data frame, on a vu que c'était composé de rangées et de colonnes. Donc, pour accéder à certaines valeurs dedans, je dois lui donner la rangée et la colonne, que ce soit une valeur tout simplement ou une série de valeurs. Donc, si je fais un exemple ici, dataset clean, je vais utiliser la fonctionnalité lock pour location. Donc, ça va préciser des coordonnées de localisation dans mon data frame. On utilise les crochets et ensuite, je donne la position. Dans la première valeur, ça va être la rangée. Donc là, j'allais chercher la première rangée. Et la deuxième, ça va être la colonne. On va faire un exemple avec species de la sorte. Et si je roule ça, je vais donc avoir la valeur dans la cellule à la première rangée pour la colonne species. Si je voudrais avoir l'ensemble des colonnes, on peut tout simplement utiliser le 2 points qui va dire tu commences au début et tu finis, tu vas jusqu'à la fin. Donc, si je roule ça, je vais avoir donc ici la première rangée, mon premier pingouin dans mon jeu de données. Et là, ce que je suis intéressée à faire, c'est d'aller chercher l'ensemble des pingouins qui sont sur l'île Torgensen et je veux juste le body mass pour ceux-là. Donc, ici, on sait que je veux avoir le body mass. Donc, je vais écrire la colonne body mass G. Mais là, pour les ranger, c'est un peu plus ambigu. Parce que si je lance ça ici, je vais avoir l'ensemble de mes 343 pingouins. Donc, j'ai tous les pingouins. Ici, en fait, j'ai mes 333, mais qu'on n'a pas mis à jour les index. Donc, c'est pour ça que ça va jusqu'à 343. Pour aller chercher ceux qui ont seulement le island d'intérêt, je vais le demander explicitement. Donc, je vais lui dire dans dataset clean island. Donc, on se souvient qu'avec le point, ça va chercher la colonne spécifique. Je vais dire, va chercher ceux qui sont égales. Donc, en Python, pour le égal, on va chercher. Oh, là, je vais faire une faute d'orthographe. On va utiliser le double égal et je lui donne la valeur ici. Et ce qui est intéressant, c'est si je fais que prendre ce bout de code-là et que je le roule, ça va me retourner une liste de booléens. Donc, je vais avoir vrai, vrai, faux, faux. Quand c'est vrai, ça veut dire que la valeur était égale à Torgensen et quand c'était faux, la valeur n'était pas égale à Torgensen. Et lorsqu'on donne à un data frame ou à une liste une valeur booléen, il va ignorer celles qui sont comme fausses, qui sont notées comme étant fausses. Donc, en fait, ici, j'ai dit, prends les rangées pour lesquelles le island est égal à Torgensen. Prends les rangées pour lesquelles cette équation-là, mais cette relation-là, elle est vraie. Et donc, si je lance cette petite ligne de données-là, j'ai en fait tout ça ici, qui n'est pas très utile parce que ça nous donne la liste en tant que telle, mais on voit qu'il y en a beaucoup moins. Donc, j'ai seulement la liste des body mass pour lesquels les pingouins venaient de l'île venait de Torgensen. Pour une démonstration plus imagée, là, on va dire prends toutes les rangées. Donc, je vais retourner, pas toutes les rangées, toutes les colonnes. J'ai donc un subset de data frame où est-ce que vous allez voir toutes les islands, c'est toujours la même qui est dedans. C'est bon? Donc, c'est une façon de prendre des subsets. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, ici, j'ai dit le subset pour Torgensen, puis on va chercher le body mass, le subset pour Biscoe. Et donc, je vais comparer la distribution de ces deux îles-là. J'ai enregistré les listes dans dist1 et dist2. Et j'utilise ici la fonction man-Whitney
où est-ce que ça prend tout simplement en argument la première distribution, notre deuxième distribution, et ici, on précise qu'on fait un two-sided, un test statistique two-sided, donc on va aller considérer les deux queues de notre distribution. Ça va me retourner en fait comme valeur la stat en tant que telle, la valeur de magnitude et la p-value. On est pour le moment principalement intéressé par la valeur du p-value. Et donc, on va venir ici avec un if statement. On va venir tout simplement la comparer à notre critère alpha. Si la p-value, elle est plus grande que notre alpha, on va pas être capable de rejeter notre hypothèse nulle. Et donc, on va dire que ça vient de la même distribution. Et dans le cas où est-ce que notre alpha est plus petit, on va rejeter notre hypothèse nulle et c'est un peu faux de dire que c'est une différente distribution, mais on ne peut pas accepter que c'est la même distribution. Donc, si on roule tout ça, on a donc qu'on rejette notre hypothèse nulle, puisque notre valeur, elle est beaucoup plus petite que notre alpha, et donc on conclut qu'il y a une différence statistique entre Torgensen et Biscoe. Ici, oh, ouais, ça c'est long. Hein? On retourne à notre graphique. On comparait en fait le orange et le vert et on avait un feeling qu'il y avait une différence, mais maintenant on a une confirmation statistique qu'il y a bel et bien une différence entre ces deux valeurs. Donc, c'est un peu ça ici. La réponse ici, c'est oui. En fait, non, ça ici, c'est pour deux autres îles. Ça vous tente de le faire. Celui-là, je vais vous laisser l'implémenter par vous-même. Et donc, on pouvait conclure que oui, il y avait une différence statistique entre ces deux îles-là. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de notre visualisation qu'on avait faite avec le scatterplot, où est-ce qu'on essayait de voir s'il y avait une relation. Comme je vous ai dit tantôt, les relations, on peut souvent les confirmer ou les infirmer en essayant de faire un assessment, en essayant d'identifier s'il y a une corrélation ou non. Pour le moment, pour aujourd'hui, on va seulement faire une corrélation linéaire. Vous pouvez faire des corrélations non linéaires. Ça prend un petit peu plus, pas plus de temps, mais un petit peu plus de code pour le faire, puisque vous devez définir votre fonction qui va définir la corrélation, pas la corrélation, mais la relation entre nos deux variables. Mais ici, on pouvait assumer, ou pas assumer, mais on émettait l'hypothèse qui semblait avoir une corrélation linéaire entre la longueur des flippers et la masse, le poids, en fait, de nos pingouins. Pour faire ça, on va utiliser la fonction lin-regress de SciPy. Donc, on peut encore l'importer ici. On va assumer, pas assumer, mais notre hypothèse nulle, ça va être que notre pente est de 0 et on va essayer de confirmer ou non cette hypothèse-là. Pour le faire, on peut regarder le R-value ou peut-être que vous êtes plus familier avec le R2, le R-square, en fait, qui va nous dire si la variance entre les deux variables, on est capable de à quel point la variance entre les deux variables peut être expliquée ou non par ce qu'on observe. Donc, juste un petit bémol ici. Là. Si on a une corrélation de 0, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a absolument 0 corrélation parce qu'on teste en ce moment pour une corrélation linéaire. Donc, si nos données étaient en genre de parabole et que vous appliquez un test pour savoir si c'est une corrélation linéaire, ça risque d'être 0, mais ça voudrait juste dire que la corrélation ne semble pas être linéaire. Mais tu pourrais avoir une corrélation plus en parabole. Donc, juste garder ça en tête. Donc ici, oui. Pour tester la corrélation polynomiale, entre guillemets, il ne suffirait pas de tester le logarithme, par exemple? Oui, exactement. Tu pourrais le faire, tout simplement. Mais quand même, si tu fais le linéaire, ça va être pas si excitant que ça, mais si tu testes pour le logarithme, tu devrais avoir une bonne valeur. Oui. OK. Donc ici, on va utiliser, comme je l'ai dit, lin-regress. Tout simplement, on l'importe. On va l'appeler directement et on va aller chercher les différentes valeurs à comparer depuis notre dataset. Donc, on va comparer la longueur du flipper en X. Ça va être notre premier vecteur de variable. Et on va comparer ensuite le poids.
ça va nous enregistrer dans une grosse variable ici dans reg. On va avoir toutes les différentes métriques. Donc, on a la pente. On a la pente ici, on a l'intercept. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce type de valeur-là qui nous est retourné, c'est que vous pouvez ensuite ajouter la régression linéaire à votre graphe. Vous êtes capable, avec ces informations-là, de tracer la ligne. Donc, ça peut être hyper visuel. Et on a donc le R-value ici, qui est quand même bien, avec la p-value sur le R-value. Il y a un peu d'ambiguïté à savoir à quel point la p-value est informative. Je ne peux pas vous dire exactement comment elle est calculée pour ce test-là. Sur SciPy, c'est quand même bien, je crois que c'est bien expliqué, mais j'ai tendance à ne pas regarder la p-value pour être honnête. Sur cette valeur-là. Tantôt, je vous avais dit qu'on pouvait être intéressé des fois à regarder le R-square d'ici. Le R-square, ça va être tout simplement la valeur du R-value au carré. Et donc, on va la retourner. Et donc, ici, on a notre point 76 qui apparaît. Puis, je vous explique un peu ici, comme je vous disais, que c'était la mesure qui va représenter la proportion de la variance dans notre variable X qui peut être expliquée par la variance dans notre variable Y. Donc, 76, on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine corrélation entre nos deux valeurs, ce qui est super bien. Ensuite, ici, ça, je vais vous laisser aussi à vous, peut-être mettre en pratique tout ce qu'on a vu durant la séance. On n'arrête pas de séparer notre jeu de données en espèces. Donc, faire une corrélation sur l'ensemble des points, c'est intéressant, mais on pourrait être encore plus intéressé à voir, y a-t-il une corrélation encore plus forte par espèce de pingouins? Et donc, vous pourriez essayer de séparer votre jeu de données en espèces et d'appliquer une régression linéaire à chacun de ces subsets-là pour savoir, pour savoir lequel semble avoir la plus grande corrélation ou non. Pour voir la corrélation sur l'ensemble, je fais un heat map. Oui, on peut faire le heat map avec SNS, Seaborn. C'est une autre façon de le faire. C'était le petit bémol que j'avais dit en début. Seaborn peut faire ces calculs-là. C'est super, ça l'aide beaucoup. Même pour les lignes de régression, vous pouvez utiliser regplot ou lmplot qui vont en fait vous tracer la ligne dans votre graphique avec un intervalle de confiance, pardon. Par contre, c'est difficile d'aller chercher justement le slope. C'est impossible, en fait, d'aller chercher le slope, les intercepts et les R2. Donc, c'est pour ça que je vous montre aussi comment les calculer par vous-même. J'ai fait le test plusieurs fois, en fait, puis les conclusions sont les mêmes. Donc, si tu traces une régression linéaire avec Seaborn, puis ensuite tu calcules, puis tu la traces, ils vont être vraiment superposés les deux. Donc, tu pourrais la tracer avec Seaborn, puis ajouter, toi, en annotation, le calcul que tu as fait de ton R-square, de ton slope. Mais c'est un très bon point, Amadou. Merci. Donc, ça, c'est pour faire une régression linéaire. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire des régressions non linéaires où est-ce que là, la différence, c'est que vous allez donner une fonction à laquelle vous devez fitter les données, puis vous allez pouvoir le calculer et obtenir plus ou moins les mêmes métriques. Et finalement, la dernière analyse qui est intéressante, ça rejoint un peu quelques-unes des questions que vous avez posées en plus en début d'exploration. Donc, est-ce qu'il y aurait une façon, est-ce que les métriques qu'on a semblent bien expliquer la variance entre les différentes espèces ou les différentes islands? Pour faire ça, en début d'analyse, OK, parfait. En début d'analyse, on pourrait appliquer une réduction de dimensionnalité. Est-ce que c'est un concept avec lequel vous êtes plus ou moins familier? Pas du tout. Des PCA, les fameuses PCA qu'on entend. Oui? Jamais entendu. Jamais entendu? Parfait. Donc, c'est le 100 jours de DataTrek, c'est parfait pour s'initier à ça. Donc, ce n'est pas un cours d'intro aux réductions de dimensionnalité, ce qu'on fait là. Ça va être vraiment juste un aperçu de qu'est-ce qui peut être fait. Donc, on va essayer en ce moment, on n'a pas tant non plus de variables que ça. On en a 7.
Et de ces 7-là, on va utiliser seulement celles qui sont vraiment numériques. Donc, on en a seulement 4 numériques, mais on pourrait penser, je ne sais pas s'il y en a qui font de la biologie, mais si on a toute la notation, pas la notation, mais les expressions géniques chez un patient, il y a énormément de gènes à considérer. Il n'y en a pas 4. On parle de milliers de données. Et donc, ça va être de prendre ces milliers de données-là, puis est-ce qu'on est capable de les combiner avec différents poids, de telle sorte à avoir une représentation simplifiée de notre jeu de données. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On utilise souvent les PCA comme un outil de visualisation, donc résumer notre jeu de données qui a plusieurs paramètres en ce qu'on appelle des principal components. Donc, on pourrait essayer de seulement utiliser 2 composants, puis on pourrait les mettre dans un graphique. Comme si je reviens à l'exemple des gènes, faire un graphique avec l'ensemble des gènes, on aurait des milliers de dimensions, c'est absolument impossible à visualiser. Donc, le PCA peut nous aider à faire ça. Et aussi, la PCA va nous aider à faire d'autres analyses. Donc, tout ce qui va être du clustering ou des regroupements, des K-means, qui est des algorithmes qui vont regrouper les données ensemble, on peut les appliquer au PC plutôt qu'aux vraies données. Donc, quelqu'un qui a partagé un lien YouTube pour expliquer la PCA, c'est quelque chose de quand même assez formidable lorsqu'on le voit. Et c'est intimidant, mais ce n'est pas si compliqué. Je ne vous dis pas de l'implémenter par vous-même, c'est quand même un défi, ça, mais de bien le comprendre, c'est quand même utile. Donc, comment on va le faire? En fait, on va utiliser sklearn. Sklearn, si vous voulez vous initier à tout ce qui est l'apprentissage machine, ils ont des tutoriels super bien faits. C'est une librairie qui initie quand même très bien au machine learning, tout ce qui est le clustering, les réductions de dimensionnalité. Donc, c'est quand même très, très pratique. Donc, on va l'importer. J'ai mon jeu de données ici. Et dans un premier temps, je vais aller chercher seulement les features ou les colonnes qui me sont d'intérêt. Donc, on avait dit qu'on pouvait seulement considérer tout ce qui va être des mesures. Donc, on va utiliser le bill length, depth, flipper length et le body mass. On va aller les chercher ici. Donc, vous allez remarquer ici que plutôt que d'utiliser loc, j'ai utilisé iloc. La différence avec iloc, ça va être qu'on va utiliser la localisation selon des index. Donc, on va aller chercher des chiffres plutôt que des noms de colonnes. Donc, ici, je vais chercher la colonne 2 à 6. 2, on commence à compter à 0. Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on met 6 parce qu'en Python, lorsqu'on donne un range, la dernière valeur, elle est tout simplement exclue. Donc, je vais aller chercher ces 4 colonnes-là que j'enregistre dans Feature. Ensuite, j'enregistre ça. Ensuite, on va aller scaler nos données parce qu'on remarque ici que nos données sont sur des échelles complètement différentes. Et ce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive, puis vous allez pouvoir le tester en fait chez vous, essayer de faire l'analyse PCA sans les données scalées, en prenant tout simplement les données directes de même. Vous allez voir que le body mass, ça va être juste ça qui va peser dans notre analyse parce qu'on voit qu'ici, on a une valeur de 3750 versus une valeur de 18,7. Le 18,7 est tout simplement oublié là-dedans. Donc ici, avec Standard Scaler, en fait, c'est qu'on va toutes les mettre sur la même échelle pour avoir une moyenne de 0 puis une variance de 1 ensemble. C'est une étape du pré-process, je ne sais pas comment dire ça en français, mais une pré-étape à l'analyse PCA qui est quand même importante à faire. Testez-le, c'est quand même flagrant la différence entre les deux. Et vous allez voir que la différence, elle est flagrante, mais si on ne scale pas, on a tendance à croire que notre PCA est encore meilleur parce que là, vous allez voir qu'il y a un groupe qui ressort, mais c'est biaisé, c'est hautement biaisé parce qu'en fait, on va seulement utiliser le body mass. Mais le body mass, ce n'est pas la seule information qu'on veut faire. Et donc, une fois qu'on va avoir initialisé notre scaler, on va l'appliquer. Donc, fit transform ici, c'est la fonction qui nous permet d'appliquer notre initialisation sur nos données. Donc, en roulant tout ça, je vais avoir maintenant un jeu de données que je pourrais vous montrer. Pardon. Scaled feature ici, qui va être en fait
une matrice où est-ce que je vais avoir mes 4 colonnes et je vais avoir toutes les rangées, mais qui ont été scalées. Puis on voit qu'ils sont beaucoup plus, c'est sur la même échelle, toutes nos valeurs. Ensuite de ça, on est prêt à initialiser notre PCA. Donc ici, on va lui donner 4 composantes, tout simplement parce qu'on a 4 variables. On ne va pas en donner plus, on pourrait en donner un peu moins, mais c'est une bonne pratique de donner le même nombre de composantes que de variables, features excusez-moi, je suis en train de perdre la voix, le même nombre de features qu'on a de variables. Et ici, tout simplement, par la suite, on va appliquer notre PCA à nos scaled features de la sorte. Et tout le résultat de notre analyse va être en fait enregistré dans le module PCA ici, l'objet PCA. Et si vous êtes intéressé à voir qu'est-ce qui s'est passé, on a différents attributs à l'objet PCA que vous allez voir. Donc, on a effectivement 4 composantes. Ce n'est pas trop une surprise puisque c'est nous qui l'avons défini. On a le nombre de features qui est aussi 4. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le nombre de composantes comme étant 4. Le nombre de features, c'est le nombre de variables qu'on a précisé. Dans notre cas, c'était toutes nos mesures de pingouins. Et le nombre d'échantillons, donc c'est le nombre de pingouins qu'on a utilisé. Effectivement, on considérait 333 pingouins puisqu'on utilise les données sans les NAN. Ensuite, la prochaine étape, c'est une des étapes quand même importantes qui explique pourquoi on fait de la représentation à 2 dimensions avec notre PCA. Donc, avec l'objet PCA, on peut aller chercher les attributs qui vont être en fait la variance et le ratio des variances. Lorsqu'on fait un graphe de ces valeurs-là ici, donc ici, j'ai chacun de mes PC et la variance, c'est à quel point la variance dans mes données peut être expliquée par ce PC-là, ce principal component-là. Et un principal component, comme je vous avais dit tantôt, c'est en fait une combinaison de toutes les variables. Donc, je ne sais pas, pour le PC1, peut-être que le bill length va avoir un poids de 3, que le bill depth va avoir un poids de 1,5, que le flipper va avoir un poids de 5, puis que le body mass a un poids de 10. Donc, toute la combinaison de ces informations-là pour un pingouin, lorsqu'on regarde le PC1, ça l'explique environ 70 % de la variance de notre jeu de données au complet. Donc, on est capable d'expliquer la différence entre les différentes espèces, entre les différents points qu'on a avec le PC1 quand même beaucoup. Et on voit que plus on se tasse avec les PC, plus la variance est de moins en moins expliquée par les différents PC. La somme de ces valeurs-là, c'est des ratios, va toujours être égale à 1. Et donc, c'est pour ça, quand je vous disais que on utilise souvent les PCA pour faire de la représentation en 2D. Bon, on voit que si je combine PC1 et PC2, je peux quand même expliquer une grande portion de la variance dans mon jeu de données. Donc, c'est intéressant aussi d'aller considérer les autres PC parfois, mais on voit que dans cet exemple-ci, la majorité de la variance est expliquée, excusez-moi, par nos 2 PC. Prends seulement des arrays en argument ou cela fonctionne-t-il pour des data frames? Ça va fonctionner. Donc, la question je crois qu'elle est pour ici. Hein? Tu pourrais le tester quand je vous avais dit de seulement prendre les features. Vous pouvez tester avec seulement les features et ça, oui, ça va fonctionner aussi. Ça peut prendre des data frames. Donc, là, on sait que le PC1 et PC2 semblent bien résumer. Ça fait plaisir. J'aime bien résumer la variance dans notre jeu de données. On va appliquer la réduction de dimensionnalité à nos données. Donc, on va prendre les vraies données qu'on avait, puis on va les transformer. Donc, c'est pour ça, tantôt, on a utilisé un fit. Le fit, c'était plutôt apprendre des données, puis créer la réduction, puis maintenant, appliquer cette réduction-là à notre jeu de données. Si ici, je vais vous montrer ce que ça nous a donné comme résultat et j'ai ajouté les colonnes Species, Island et Sex. Ici, on ne peut plus vraiment faire le lien entre, comment on appelle ça, la colonne 0 ici ne fait pas référence au body mass, par exemple. C'est vraiment le PC1
va avoir cette valeur-là. Donc, interpréter des PC, c'est quand même difficile. C'est parce que ça ici, le moins 1,85 représente une combinaison, comme je vous avais expliqué tantôt avec les différents poids, de l'ensemble de nos features. Mais le pingouin 0 a comme valeur au PC 0, moins 1,85. Et pourquoi on est intéressé à faire ça? Lorsqu'on va faire une visualisation, donc ici, j'ai le PC 0 qui est en fait le premier PC, puis notre PC 1, on peut les colorer selon les différentes valeurs. Et là, on peut voir est-ce qu'on est capable de les différencier quand même beaucoup. On voit que les Gen 2 sont quand même très dispersés, mais qu'il y a quelques chin straps à l'intérieur, donc il y a un petit peu d'ambiguïté là. Et pareil ici, avec nos Adélie puis nos trim straps, c'est pas si noir et blanc que ça, mais il y a tendance à avoir un petit peu plus d'orange vers le haut. Et finalement, je les ai faites ici aussi pour Island. On voit que les Islands, c'est pas vraiment ça qui semble séparer nos pingouins. Et encore une fois, le sexe non plus. Donc, ils semblent être pas mal toutes différenciés, mais il y a quand même 2 gros groupements qu'on voit selon nos PC. Et on peut aussi appliquer rapidement le graphique des pair plots. Cette fois-ci, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire le pairage de nos différentes PC. Donc, on avait dit tantôt que la PC1 et la PC2, c'était elle qui expliquait le plus comment on appelle ça, qui expliquait le plus la variance dans notre jeu de données. Et on peut aller voir aussi le PC 0 et PC 2. Donc, on voit qu'il y a quand même ici une différence. Et ça peut être intéressant à regarder en 3D. Ou est-ce que des fois, avec la PC1 et PC 2, ils semblent être ensemble. Puis quand tu rajoutes la PC 3, tu vois qu'il y a une différence sur l'axe des Z. Et si je ne m'abuse pas, Plotly, ils sont quand même bons avec du 3D. Pour la visualisation, ça l'aide beaucoup à le voir. Donc là, Caroline, je voulais juste affirmer qu'il restait 5 minutes à peu près. Oui, parfait, merci. C'est bon. J'allais faire en fait un peu les conclusions avec vous sur l'analyse. De mon côté, les grosses conclusions, en fait, c'est soyez vraiment curieux dans tout ce que vous entreprenez pour le data trek puis dans votre analyse de données, curieux sur vos données puis curieuse aussi dans les méthodes employées. Ayez pas peur de vous tromper. J'en ai fait plein d'erreurs. Vous avez vu, j'en ai fait aujourd'hui avec les messages d'erreur. J'ai fait des erreurs aussi à appliquer des méthodes que ce n'était pas ça. Ayez pas peur à partager puis à parler. C'est même qu'on apprend beaucoup. Puis dans le contexte du Data Trek, c'est quand même très intéressant parce que vous avez le Slack, vous allez avoir vos mentors, vous allez pouvoir travailler aussi en équipe. Donc, n'ayez vraiment pas peur de faire tout ça. Et des conclusions plus sur l'analyse qu'on a faite aujourd'hui. On avait vu qu'il y avait une différente statistique entre les différentes îles, avec les différentes îles pour... oui, exactement, on apprend de nos erreurs. C'est très, très, très vrai. On a vu qu'il y avait une différence statistique entre les espèces et les différentes îles pour le poids. On a vu qu'il semblait avoir une corrélation aussi dans la longueur des flippers et le poids, puis on l'a fait avec une régression linéaire. Et aussi avec la dimension la réduction de dimensionnalité, on voyait qu'il y avait quand même 2 groupes de pingouins qui semblaient se distinguer. Sur quelle base, c'était pas très, très clair. On voit que les Gen 2 se séparent quand même des 2 autres groupes, mais tantôt, quelqu'un avait posé comme question d'analyse, est-ce que les mesures pourraient nous permettre de prédire l'espèce et l'île d'une nouvelle espèce? Peut-être pour les Gen 2, ça pourrait bien se faire. Pour les Adélie et les Chinstrap, il y aurait peut-être un petit peu plus de difficultés à le faire, mais ce n'est pas impossible. Ça ne serait pas impossible. Donc, pour les quelques minutes qui restent, si vous avez des questions, des commentaires, d'autres conclusions que vous avez vues, allez-y. N'hésitez vraiment pas. Et je vais essayer de trouver, il y avait eu 2 questions que je n'avais pas été capable de répondre, puis je vais essayer de trouver les réponses, puis vous les partager sur le Slack. Donc, il y avait la figure. La figure, puis la première, je l'ai notée, mais je ne m'en rappelle plus.
Merci beaucoup, Caroline, pour ta belle présentation d'aujourd'hui. Je vous redonne rendez-vous à tous les autres à 13h, 13h à 14h pour le webinaire sur la saine gestion des données et des résultats, puis à 14h30 pour la présentation des mentors et des jeux de données proposés. Merci beaucoup. Le plaisir. Il y avait juste une petite question d'Emmanuel, je crois, pour un interpréteur, plutôt un interpréteur ou un environnement de travail. Les environnements de travail, moi, j'aime beaucoup les notebooks, puis Jupyter, que je trouve très pratique. Tu peux l'installer avec Anaconda ou Conda sur ton ordinateur personnel. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais aujourd'hui. Puis ce qui est le fun, c'est que les images apparaissent tout de suite en bas. Les data frames sont mis comme on appelle ça, comme des tables. Tu n'as pas à enregistrer le fichier PNG puis ensuite l'ouvrir. Ça travaille quand même bien. Puis tu peux ajouter plein de langages dessus aussi. Donc ça, c'est pratique. Sinon, si vous travaillez avec en Windows et même en Mac, VS Code, qui est quand même très pratique. C'est un outil que j'ai appris pendant la pandémie en fait, à utiliser, puis c'est assez révolutionnaire. Tu peux te connecter sur pas mal tout en SSH, il y a plusieurs langages, puis ça fonctionne aussi bien en Microsoft que pour les Mac. Je pense. Linux, ça fonctionne moyen. Ça dépend c'est quoi le GCC que tu as d'installer, mais tu peux installer une vieille version ou créer une machine virtuelle et tout, mais c'est un qui fonctionne pour tout le monde à date. Donc, oui, puis la séance prochaine, de mercredi prochain, c'est une séance avec les mentors, justement sur les environnements de travail que vous allez être encouragés à utiliser. Donc, n'hésitez pas la semaine prochaine à poser des questions aux mentors avec lesquels vous allez être couplés. C'est ça. Puis essayez-en plein si vous pouvez. C'est encore quelque chose de très personnel. Il y en a, tout le monde va aimer ça, puis toi, tu ne l'aimes pas, utilise-le pas. C'est pas grave. Prends quelque chose que tu aimes. Super. Écoutez, je vous remercie à tous et puis je vous dis à cet après-midi. Voilà, merci encore à votre présence. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tout le monde. Merci, Caroline. Merci. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci.